Hop là. Ça y est, le chat est revenu. Incroyable, hein. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre fameuse série. Où est-ce qu'on essaye un petit peu de regarder des trucs creepy, quoi, mais dans une vibe un petit peu pédagogique, cours magistral, enfin plus ou moins. Ce soir, déroge pas à la règle. Ce soir, on va attaquer un nouveau concept, un concept qui est très facile à capter, mais très vaste au niveau de ses applications. Ce soir, on va parler de body horror. Voilà en gros le menu, hein. Il y a beaucoup de trucs à faire. Le body horror, je l'ai dit, c'est vaste. On en voit tout le temps, en réalité. Mais ça serait peut-être pas mal hein, de mettre des bonnes, on va dire, de bonnes définitions et de montrer des exemples. Pour ça, nous allons avoir des vidéos, notamment la vidéo d'Al236 sur le sujet, et bien d'autres trucs. Voilà. Du coup, ce qui est bien, c'est que la dernière fois, j'étais en panique, on a passé une demi-heure en plein live à se dire merde, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé parce que j'avais plus de chat, vu que j'ai fait la mage OBS. Hein, parce que mon BS datait de 2021, hein, ça remonte un petit peu. Et donc du coup, j'avais perdu mon chat. Et je savais pas comment faire pour le remettre. En fait, c'est très simple, c'était juste un problème de résolution de la fenêtre, hein, tout simplement. J'avais pas à faire grand-chose. Au final, comme d'hab, quand on connaît pas. Mais au moins, on a de nouveau un chat, on a de nouveau les alertes quand il y a des follow, des raids et tout ça, donc c'est cool. Je sais pas si ça s'est bien remis sur les autres scènes, et bon, c'est pas grave. À partir de là, faudra vraiment que je fasse un overlay. Je le ferai, je le ferai à coup sûr dès qu'on aura 8 personnes supplémentaires sur cette chaîne. Voilà, l'objectif. Ah oui, putain, il y a tout le monde qui est en train de faire un tournoi El Famoso tournoi Fall Guys, hein. Merde, et je me suis mis en même temps, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié, bon, c'est pas grave. Hmm. Bref. Comme d'hab, on est tranquille, hein. On se presse pas, hein. On a tout le temps. Pour une fois, pas trop en retard. 15 minutes, ça va, hein.
J'aimerais bien, hop, réchote un petit peu vis-à-vis de ce que j'ai envie de montrer. Ça, on a ça, on a ça, et puis après on continuera à rechercher. Ah, il y a des trucs, c'est cauchemar. Vous verrez après, hein. Je regarde un petit peu le Discord de Rapki, je vois qu'il y a plein de monde qui fait des fanarts et tout. Bien envie de me réessayer un petit peu au dessin. Hop. Quand même un petit soupçon de fatigue là. Ça me donne des idées, ça. Bon. Allez. On s'hydrate. Du coup. Du coup, on enlève la musique. Parce on va s'atteler donc du coup à ce qu'il y a là. On va commencer ce live pour expliquer un petit peu ce que c'est que le body horror. Là, on va commencer, hein, histoire de donner une définition. Il y a un site qui est très bien, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Wikipédia. C'est pas mal, hein, il y a quelques trucs. Les gars, ils ont l'air quand même un petit peu chauds, hein, pour balancer tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Du coup, voilà.
Donc, le body horror, qu'on appelle aussi le biological horror, donc horreur corporelle ou horreur biologique, est un sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Ces violations peuvent se manifester par des rapports sexuels jugés aberrants, des mutations, des mutilations, des zombifications, de la violence gratuite, des maladies ou encore des mouvements non naturels du corps. Le body horror était à l'origine employé pour décrire un sous-genre des films d'horreur émergent en Amérique du Nord, mais ses racines remontent à la littérature gothique et sa définition a été élargie pour inclure d'autres médias. Selon la professeure de cinéma Linda Williams, le body horror est l'un des trois genres bruts, gross, ou genres de l'excès, les genres of excess, avec la pornographie et le mélodrame. Je... de- Peut-être. Pourquoi pas. Williams explique que le succès de ces genres est souvent mesuré par le degré de mimétisme par le public de ce qu'il voit à l'écran. Par exemple, les spectateurs peuvent expérimenter des sentiments de terreur via l'horreur, de compassion via le mélodrame ou encore d'excitation sexuelle via la pornographie. Le body horror se concentre spécifiquement sur les limites du corps humain et sa capacité à se transformer. Le body horror chevauche souvent d'autres sous-genres de l'horreur tout en restant distincts. Ainsi, si les éléments de mutilation sont présents dans le body horror, d'autres sous-genres similaires tels que le slasher, le gore ou encore les films de monstres horrifiques peuvent également les mettre en scène, mais ils diffèrent dans leur message et intention. Différence commune aux œuvres liées au body horror est que et que les violations et distorsions du corps ne sont que rarement le résultat d'une violence immédiate ou initiale. Elles sont plus généralement le fait d'une perte de contrôle consciente sur le corps par le biais de mutations, de maladies ou d'autres facteurs impliquant une transformation incontrôlée. Le genre peut provoquer d'intenses sentiments de dégoût physique ou psychologique et joue sur l'anxiété liée à la vulnérabilité physique. En plus de certaines caractéristiques empruntées au genre principal de l'horreur, certaines sont spécifiquement au sous-genre du body horror, telles que l'invasion, la contagion, la mutation, la transformation ou métamorphose, la maladie, la mutilation et autres distorsions violentes et non naturelles du corps humain. Ça, c'est le gros point à noter, en fait, qui permet un petit peu de définir le body horror, qui est que ce n'est pas lié à une action violente immédiate et extérieure. Enfin, pas nécessairement. C'est pas parce que on a, par exemple, je vais prendre un exemple qui est assez, qui est assez cru, mais c'est pas parce que on a le corps de quelqu'un qui a une putain de fracture ouverte avec son bras qui fait un Z que c'est nécessairement du body horror. Parce que là, par exemple, ça peut être lié à une chute, à un coup que la personne a reçu, au fait d'avoir eu son bras qui était pris en étau quelque part et qui s'est retrouvé en fait à avoir la consistance et la forme d'un spaghetti. C'est pas réellement ça le body horror. Le body horror, c'est ce genre d'aspect, ce genre de distorsion du corps est engendré par une transformation qui est venue au sein du corps. Si on prend un exemple, et on le verra un petit peu plus tard par exemple, vous savez que sur la chaîne, on aime bien grosso modo Resident Evil. Vous regardez, par exemple, exemple simple, vous regardez William Birkin et les mutations qu'il a subies dans Resident Evil 2 après s'être injecté le virus G. Avec le fait que il est un, il a eu donc du coup un bras qui est devenu hypertrophié avec un œil qui est apparu au niveau de l'épaule. Ça, c'est du body horror. Transformation incontrôlée du corps, due en l'occurrence à un virus qui a été injecté. Sorte de violence graphique indirecte.
C'est ça qu'il faut retenir. On reparlera un petit peu de Resident Evil, même de manière générale, hein, on pourra parler des survival horror, hein, parce que on retrouve ce genre de cas dans Silent Hill, on retrouve ce genre de cas, potentiellement on pourrait dire dans Dead Space, par exemple. Dans Vive Within, les cas sont très impressionnants, hein, je pense que, en termes de body horror, c'est le truc qui l'exploite le mieux, en termes de transformation extrême que peut avoir un corps. On le verra après. Avec des chara-design qui sont très intéressants. Voilà, grosso modo. C'est ultra simple. Vous le voyez partout, que ce soit dans des films, dans des mangas, dans des jeux, dans des séries, euh, décrit dans de la littérature aussi. Ça y est partout, ça existe depuis très longtemps. C'est très facile à identifier, grosso modo. Donc, pas besoin. Non. Au final, c'est à la fois assez vaste et à la fois assez simple au niveau de la compréhension. Le body horror, c'est un genre d'horreur qui repose sur un trope, celui de la déformation d'un corps, d'une quelconque manière, par le biais d'une transformation incontrôlée. Point. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder, donc du coup, ce que j'ai annoncé sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez tenu au courant des lives qui vont suivre. Vous aurez aussi droit à avoir des petits sondages qui vous permettront éventuellement de choisir entre des listes de sujets. Et n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord. Comme ça, c'est bien, on fait grossir la commune, quoi. On va regarder donc du coup la vidéo d'Al236 parlant du body horror, hein, donc avec sa série du Stendhal Syndrome, qui parle d'un mouvement, un mouvement artistique de l'horreur en particulier, ou une personne en elle-même. Par exemple, il y a, il y a une vidéo qu'il a fait qui est très chouette, qu'on abordera un jour, hein, parce que c'est ultra cool, hein, de l'artiste. euh, alors, pour le prononcer, c'est Zdzislaw Beksinski. C'est un artiste polonais, hein, donc bon, au niveau de la prononciation, c'est pas ça, mais par contre, au niveau de ce qu'il propose, c'est incroyable. Il y a du body horror dedans. Et il y a surtout énormément misé sur du surréalisme à outrance et certaines approches vis-à-vis de la mort, de la dépression. Bon, des trucs rigolos, quoi. Mais on a l'habitude ici, on a l'habitude. Bref, Stendhal Syndrome, le body horror, vous l'avez vu au niveau du titre, interdit aux moins de 16 ans, hein, donc on va aborder des trucs déjà, bon ça c'est dégueu, hein, ça c'est dégueu. On va aborder des trucs qui sont un peu trash. Voilà, vous êtes prévenus. Comme d'habitude, on regarde une vidéo. Si j'en sens la nécessité, j'arrêterai à certains moments pour donner un petit peu un point de vue, pour faire un petit commentaire et tout ça. Voilà, du coup. Même rouler une clope, quand même. On a une vidéo de 34 minutes, ça va, elle est pas trop longue. Ça va peut-être être un live qui va pas être ultra long, en fait, au final, hein, parce que on va regarder cette vidéo. J'ai essayé de voir si sur YouTube, hein, il y avait d'autres vidéos qui avaient été faites qui traitent de ça, hein, et pas nécessairement de donner des exemples de films, parce qu'il y a top 10 des films spé, body horror les plus flippants et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelqu'un qui explique ce que c'est que le body horror, qui fasse un petit peu de la vulgarisation, en fait, vis-à-vis de ça. Niveau francophone, euh, Al 236 est le seul à l'avoir fait, étrangement. Ou alors, ça doit être sur des chaînes qui ont juste pas du tout assez de visibilité. J'ai réussi à trouver une conférence
qui avait été faite, une sorte de table ronde sur scène qui avait été faite par un groupe. Alors je sais pas si c'est un groupe de théâtre ou un groupe d'artistes ou peu importe. Qui avait pas beaucoup, qui a très peu d'abonnés, très peu de vues, bien sûr. Mais la vidéo dure 1 heure, c'est un peu trop vis-à-vis de tout ce qu'on veut regarder, donc malheureusement on la prendra pas. Mais si jamais, je la ferai apparaître, je la retrouverai, je la ferai apparaître, histoire que vous puissiez y retomber dessus. Si jamais vous voulez étoffer le sujet. Hop, d'accord, c'est un vagin ça. C'est pas étonnant d'avoir des corps qui sont de base totalement dénudés hein, dans du body horror. Espérant que qu'on se fasse pas casser la gueule vis-à-vis de ça. C'est dommage, hein, ça serait dommage. Hop, hop, c'est mal allumé. Connasse. Pardon, hein. Du coup, ça, je reçois des notifications en pagaille. C'est quoi ce bordel? Ah, Gentoku qui est en live, hein. Incroyable, sur Genshin, hein. Let's go. Avant de lancer cette vidéo, je souhaiterais faire un avertissement. Cet épisode porte sur un sous-genre de l'horreur qui peut présenter des scènes graphiques ou repoussantes pour les non-initiés. J'ai essayé au maximum de préserver vos rétines innocentes, mais sans me limiter pour autant sur ce que je voulais montrer. Sachez toutefois que chacune de ces images est fictive et qu'elles sont le fruit d'une équipe de tournage et d'artistes en effets spéciaux. Si vous avez moins de 16 ans ou que la vue du sang ou de la chair est une limite impossible à franchir pour vous, je vous invite avec bienveillance à revenir une autre fois ou à écouter le son uniquement. Pour les autres, accrochez-vous. Prenez une profonde inspiration et plongez avec nous dans les entrailles du body horror. Dernier avertissement pour tout le monde, hein. Donc du coup, on va voir des trucs qui sont bien crades, hein, a priori. Même si Alt a essayé un petit peu de distiller l'ensemble, hein, mais bon, vaut mieux faire un petit trigger warning au préalable. Et n'oubliez pas, ce ne sont que des films. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Ah oui, à chaque fois, il, il donne un petit peu la définition de ce qu'est le syndrome de Stendhal, donc qui a donné le nom à sa série Stendhal Syndrome. Maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des vertiges, voire des hallucinations chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Effectivement. C'est communément un des syndromes du voyage, hein, pour le coup. Peut-être qu'un jour on abordera le sujet. Je sais pas si ça peut pas réellement entrer dans le cadre d'Internet Horror, quoique hein, on pourrait raccrocher quelque chose à ça. C'est dans un domaine sur lequel je me connais, donc je connais des trucs, donc ça peut être sympa. Donc voilà. Alt 236, la particularité de sa chaîne est quand même d'avoir une certaine esthétique et une certaine analyse portée sur le côté philosophique et artistique de ce qu'il propose. Tous les sujets qu'il traite sont traités avec ce spectre
artistique et philosophique. Ce qui fait que c'est très intéressant. Intro beaucoup trop stylé. Pardon. Mais ça fait très... déjà, le son et le montage, là, ça fait un effet très Internet Core Vaporwave. On en reparlera de ça à un autre moment aussi. Bienvenue dans Stendhal Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'œuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux, rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règne folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairées, il se trouve des œuvres qui vous marquent ta vie. Il me faut vous faire une confidence. Je n'aime pas mon corps. Lui me supporte, mais j'aurais aimé tout changer chez lui, comme dans un couple qui se cherche. Je ne suis pourtant pas à plaindre, mais c'est ainsi. Peut-être que Charles, le meneur de classe de 4e, y est pour quelque chose, en m'ayant surnommé affectueusement le mammouth, sobriquet que la classe adopta pour quelques années. Nous sommes si perméables aux attaques sur notre physique. Pourtant, le corps a ceci de particulier que nous en avons tous un, que celui-ci est unique et qu'il aura ses faiblesses, ses passages à vide, y compris celui de Charles. Le corps est un sujet omniprésent dans nos sociétés, mais finalement peu étudié, ou d'une façon si inadéquate, culpabilisatrice. La vision du corps que présentent les productions pornographiques est quant à elle si éloignée du réel qu'on en perd parfois les vérités que le corps pourrait nous délivrer. Et comme souvent, ce sont les films d'épouvante qui endossent la dure besogne de nous mettre face à nos angoisses, frontalement. Mais l'avantage, c'est qu'ils nous les font vivre de façon sécure, dans une posture où l'on peut les exorciser, les mettre à distance, se dire que ce ne sont que des films. C'est pour cela que ces œuvres offrent un moyen de contrer la peur, en la faisant nôtre, en acceptant qu'elle existe. Nous avons besoin de ce recul symbolique, car il n'est pas de peur plus forte que celle liée à notre corps. Et c'est de ce constat qu'est né le body horror. Retirons dès à présent ces vêtements qui nous servent d'armure et regardons sous la peau, car l'aventure intérieure nous appelle. On désigne comme appartenant au genre du body horror toutes les œuvres qui traitent d'altération du corps humain, le plus souvent de façon repoussante ou grotesque. Et dans le théâtre de la souffrance et des altérations corporelles, l'imagination humaine est sans limite. Mais... Alors, pardon, désolé de... Ah, c'est dégueu. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas un extrait de La Mouche, ça? On va en parler, hein. Le sexe qui tourne mal, la violence physique, les mutations génétiques, l'éventail complet des maladies, la zombification, les parasites, et tous ces nombreux moments où notre corps devient autre chose. Voilà entre autres ce qu'on désigne quand on parle d'horreur du corps. Mais le genre dépasse le simple spectacle de souffrance corporelle, il nous questionne sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Il parle du formidable et cruel vaisseau dans lequel nous traversons ce monde, notre enveloppe corporelle. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit au cœur de toutes nos préoccupations, car c'est d'elle dont dépend notre vie, et par extension notre bien-être. D'ailleurs, nous nous soucions autant de l'enveloppe que de ce qu'elle contient. Un corps est défini comme la structure culturelle et physique d'un individu. Il est constitué de plusieurs systèmes, nerveux, digestifs, etc., et de 206 os pour 639 muscles. Il renferme des organes qui possèdent chacun des fonctions propres et vitales pour la plupart. S'il nous permet de fonctionner et de vivre, il est aussi le temple de nos émotions, de nos sens. Il fait naître la pensée, la douleur, le désir, la peur et les plaisirs. Notre corps est sans aucun doute l'une des machines les plus complexes et les plus formidables créées par la nature. Comme le body horror traite des altérations que subit un corps moyen, on ne peut pas aborder le sujet sans se demander ce qu'est ce fameux corps normal. Il pourrait se définir comme le corps qu'une société valide et décrète comme la norme à un moment donné. Avec le temps, les modes et les modèles, le corps exigé par la société a évolué. Le premier enseignement salvateur du body horror est de nous montrer que des gens à l'apparence parfaite, selon la société, sont en fait à craindre. Et c'est plus lourd de sens que l'on croit.
D'habitude, on tente à faire plus confiance à quelqu'un de normal, de bien sous tout rapport, de présentable. Cela sous-entend qu'il fait attention, qu'il s'entretient, voire qu'il fait du sport qui, dit-on, comporte tant de valeurs positives. Si cela se trouve, il surveille même son alimentation. Comme si ces habitudes étaient autant de signaux pour annoncer une bonne personne. Mais le body horror va se charger d'écorcher cette image. C'est le cas par exemple dans Invasion Los Angeles, où des gens a priori normaux servent de déguisement charnel à une race alien cherchant à nous asservir. Alors du coup, là j'ai une première question parce que on, on pose sur la table ce postulat de on a l'image du corps pas idéal mais on va dire normal et acceptable, le corps le corps de quelqu'un qui s'entretient bien, qui fait du sport, qui fait pas trop d'excès dans la vie ou quoi que ce soit. Mais du coup, est-ce que si on fait une œuvre, ou est-ce que on, on voit ce qui serait assez intéressant hein, dans un sens, mais où est-ce qu'on voit la transformation physique de quelqu'un après une éclipse ou quoi que ce soit d'autre, hein, qui s'est lâché pour telle ou telle raison, et donc du coup, bah, je vais détailler ça un petit peu. Qui s'est lâché et qui a pris, par exemple, du poids ou qui en a perdu énormément pour cause de divers troubles, hein, de divers passages dans sa vie, de manière à ce que ce corps ne corresponde plus au, au corps, au corps attendu par la société. Est-ce que ça pourrait être considéré comme du body horror? Je pense que oui. Je pense que ça pourrait affecter les gens. Le fait de montrer quelqu'un qui est atteint d'anorexie ou qui est en obésité morbide. Qu'on fasse qu'on montre ça. Alors, faudrait pas montrer ça de manière à décrédibiliser les personnes qui sont atteintes de ce genre d'affection, parce que c'est des choses qui sont graves pour les personnes, qu'elles ont énormément de mal à surmonter, qui leur pourrissent avant tout leur santé et leur vie, bien sûr. Mais plus de dire, puisqu'on est dans ce principe d'écorcher le l'aspect idéal du corps humain, en profiter pour écorcher en fait cette attente viscérale et très moralisatrice de la société vis-à-vis de notre corps. Et donc du coup, en plus d'avoir donc du coup ce côté graphique qui peut être impressionnant et qui, oui, peut être repoussant dans un certain sens, mais surtout de miser en fait sur l'horreur psychologique que procru- que comment dire, l'horreur psychologique que reçoit une personne affectée par ça, du fait de voir son corps se métamorphoser et de voir en fait sa santé dégringoler à chaque jour. Euh, de voir un petit peu bah, dans quel état psychologique est la personne, les actes de la société qui font que qu'elle pourrait être devenue comme ça. C'est une question, c'est une réflexion que je pose ici, perso. Même constat pour la série V, où des humains d'une autre planète cachent sous leur peau de vils reptiliens dictatoriaux. Dans un contexte plus réaliste, American Psycho est venu exploser cette image du corps rassurant. Un corps parfait, intégré socialement, un champion de la société, du bien-être et de la réussite, peut en fait cacher le dernier des psychopathes. L'épouvante écorne cette image d'Épinal qui consiste à dire qu'un corps beau est naturellement bon. De la même façon, Neon Demon nous dépeint un top modèle perdu dans les affres du corps et de la beauté et des jalousies qu'elle suscite. Comme si, un peu comme on le dit pour l'argent, un corps parfait ne faisait pas le bonheur. Hmm.
Poursuivant son analyse sociale du corps, le body horror nous assène un second commandement. On est bien plus exposé aux horreurs du corps quand on vient d'un milieu pauvre que dans les hautes sphères de la société. Ça peut rejoindre ce que j'ai dit, hein. Le, l'éclatement social, la fracture sociale qui peut y avoir et qu'on connaît très bien aujourd'hui, hein, qui peut inciter des personnes à, donc du coup, à connaître, hein, des affres vis-à-vis de leur corps. Ça peut être totalement ça. En termes de scénario, par exemple, on pourrait lier tout ça aux événements traumatisants qu'ont vécu certaines personnes vis-à-vis du premier confinement du Covid. C'est un exemple, hein. C'est, ouais, il y aurait beaucoup de trucs à raconter. Tant de films nous rappellent à cette idée. C'est le cas par exemple pour la figure du militaire qui revient d'une guerre traumatisante. À son retour du front, il partage sa vie entre misère économique, difficultés d'adaptation et hallucinations qui rendent fou. On revient blessé dans sa chair d'un conflit où on a risqué sa peau pour retirer la vie de corps ennemis. Ouais. Le body horror explore aussi le destin de corps qui naissent dans la misère ou des coins malfamés. Dans ces cours des miracles coupés du monde se cacherait le royaume des malformations congénitales et consanguines. Comme de nouveaux sauvages que la civilisation aurait oubliés. Ce premier drame de la naissance se couple souvent avec une grande violence, envers son corps parfois, mais surtout envers celui des autres. Comme Leatherface et sa famille de cannibales qui mangent des gens pour faire face à la fermeture de l'abattoir où ils travaillaient tous. On craint celui qui vit en marge et dont le corps trahit cette anormalité. Toujours cette sacro-sainte terreur de l'inconnu, de l'autre. Dans un principe assez similaire, la peur que suscite le sans-abri dans les fantasmes bourgeois a longtemps perduré. On redoute chez lui le manque d'hygiène et la maladie, considérant de facto ces corps comme intouchables. Si ces clichés sont à bannir, le film Street Trash nous rappelle malgré tout que les populations pauvres sont aussi les plus exposées aux mauvais produits, et comme ils sont parfois soumis aux addictions les plus terribles, leurs corps sont les premiers à souffrir d'une vie sans argent. Comme si la richesse et la beauté étaient les deux faces d'une même pièce, une pièce qui tomberait à chaque fois du mauvais côté pour la plupart d'entre nous. Mais rassurez-vous, dans les hautes sphères dominantes de la société, l'horreur corporelle existe bel et bien. Les thématiques explorées sont simplement différentes et touchent plus au sexe, à la domination, au pouvoir et à l'absence de valeur humaine. Et à l'excès de manière générale. Le vice, on va dire, dans une certaine mesure. Allez, ce qu'on vient de voir là, le petit extrait, ça fait très vice de chair, donc qui peut être lié donc du coup au sexe, vice de gourmandise, vice d'opulence. Ouais, bien évidemment, ça peut être ça peut être traité aussi dans ce cadre-là. Dans sa folie, le body horror n'épargne personne. Si ce genre traite de notre apparence et des rapports sociaux qui en découlent, il prend tout son sens dès que ce corps dévie de son cours normal. Et avant d'explorer les déclinaisons les plus graphiques du body horror, il est intéressant de noter que la vie se charge de nous faire vivre une mutation naturelle impitoyable. Le vieillissement. Certes, le rythme est si lent qu'il se voit peu, mais avec les années c'est ainsi. Nos organes et notre peau sont soumis à une dégénérescence inéluctable qui n'aura que la mort pour issue. Cette fatalité est à la base du body horror. Nous retournerons à la poussière et notre corps se chargera de nous montrer les signes de ce lent périple. Le portrait de Dorian Gray est l'œuvre idéale pour illustrer cette tragédie. Dans le roman, le jeune Dorian formule le souhait qu'un portrait de lui vieillisse à sa place. Il reste jeune, mais le tableau, lui, dépeint un homme de plus en plus détruit par le temps et les péchés. Le vieillissement est un memento mori, un rappel constant de notre fin future. Il est donc logique que tout soit fait pour en combattre les signes, quitte pour cela à mettre un pied sur les terres de l'horreur. Pour prendre un exemple concret, la chirurgie esthétique est la modification d'une partie de notre corps pour la rendre plus harmonieuse, pour corriger ce qu'on estime être un défaut. Mais entre l'image biaisée que nous avons de notre apparence, les praticiens véreux et les dangers de telles opérations, il existe un fort potentiel d'horreur dans cette pratique.
Et le regard de la société, encore une fois. Beaucoup de choses qui sont affairées à la société en elle-même, hein. J'ai parlé de Resident Evil, The Evil Within et tout ça. Resident Evil, le trope, on va dire, qui a utilisé la justification qui explique bah, pourquoi on a les monstres qu'on a dans Resident Evil. Je les ai déjà expliqués dans des précédents lives, hein. L'impérialisme américain, euh, le commerce de la guerre, notre propension à aller toujours beaucoup plus loin, voire même trop loin des fois, dans le cadre du développement technologique et scientifique. Rien que ça. Et on parle d'éclatement social, de fracture sociale, de problèmes sociaux de manière générale, de conflits entre les nations, donc du coup de géopolitique. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, de complots, de trucs comme ça. On parle de The Evil Within. Donc The Evil Within, le premier épisode et le second dans une moindre mesure, c'est euh, à chaque fois lié en fait à des esprits qui sont totalement torturés. Dans The Evil Within 1, l'antagoniste principal, qui est le seul vrai antagoniste du jeu, s'appelle Ruvik, qui a vu sa sœur crever dans, euh, dans, euh, dans la grange de ses parents euh, à cause d'un incendie criminel causé par les gens du village qui ont pris du pétrole, qui ont tout arrosé et qui ont mis le feu. Le mec a pété un câble, il a un nombre de soucis et de traumatismes mentaux qui sont... euh, ça crève le plafond, quoi. Et tous les monstres qu'on croise, hein, qui sont des gros parangons du body horror, hein, t'as beaucoup de déformations corporelles, beaucoup de trucs qui sont mis dans des positions, dans des conformations qui sont ultra pas naturelles, hein, qui sont ultra bizarres et qui sont ultra flippantes, sont des représentations des traumatismes de Ruvik. Dans le 2, on a un des antagonistes qui est, à mon sens, le meilleur antagoniste, qui s'appelle Stefano Valentini, qui est un tueur en série psychopathe, qui a vu, qui était à la base euh, photographe de guerre. À la base, il était photographe de guerre. Il était sur le front avec son appareil photo. Il a reçu un traumatisme vis-à-vis de ça. Il a vu la mort à chaque fois, qui lui a totalement niqué le cerveau, comme c'est très souvent le cas pour les personnes qui partent à la guerre, et qui est devenu un énorme psychopathe, voyant dans la mort, en fait, euh, une providence artistique. L'instant du passage de vie à trépas est un instant qui doit être sublimisé, qui doit être immortalisé pour lui. Et toutes ces créations, c'est des trucs, mais qui sont d'un gore absolu et qui peuvent rentrer dans le cadre du body horror. On en est à même pas 10, on en est à peine 10 minutes de vidéo. Je vais, bon. À part quand elle est réparatrice ou médicale, la chirurgie esthétique montre pour le moins une envie de changer une apparence qui nous fait souffrir, pour la faire correspondre à un idéal esthétique. Le cinéma a su parfaitement explorer ces contrées pour nous montrer le drame d'un visage que les autres ne reconnaissent plus. Si les gens ont si peur de la laideur, c'est à cause de vieilles croyances archaïques. Et dans la matière, il est une pseudo-science qui a fait beaucoup de mal, qu'on appelle la physiognomonie. C'est une soi-disant méthode fondée sur l'idée que l'observation de l'apparence physique d'une personne, et notamment les traits de son visage, peut donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité.
Son origine remonte à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais on essayait encore d'en appliquer les préceptes aux criminels du 19e siècle, comme si notre apparence pouvait trahir notre nature intime. On a même classé les faciès humains selon leur ressemblance avec tel ou tel animal. En filigrane, la physiognomonie défend que ce qui est laid est mauvais, comme si notre enveloppe extérieure ne pouvait mentir sur ce qu'elle cache. Oh, c'est grave. Ça. Ces clichés ont la peau dure et véhiculent encore aujourd'hui des visions racistes ou fantasmées de celui qui nous est étranger, ou qui présente une apparence dans laquelle on ne se retrouve pas. Dans ce contexte, on imagine combien il est compliqué de vivre avec un faciès hors norme. Car c'est bien le hasard qui fait qu'on est avec une malformation ou un physique atypique. Oui. Beaucoup de films explorent le calvaire de naître différent dans une société impitoyable. Comme par exemple Elephant Man qui voit son tragique héros traqué par une horde de badauds obligé de crier qu'il n'est pas un animal, qu'il est un être humain. Ce film nous rappelle la cruauté des foules, cette curiosité morbide qui permit par exemple au freak show d'exister. Dans ces foires, on exposait les femmes à barbe, les siamois et toute personne présentant des caractéristiques physiques différentes. Le public payant pour les toiser comme des bêtes. Ça a réellement existé, hein. C'est pas étonnant d'ailleurs que ça ait existé. C'est la noirceur même de l'humain. Hein. La noirceur et la cruauté humaine. Et il a abordé le fameux concept qu'on répétera très souvent aussi. La curiosité morbide. Là, à ce stade-là, même, c'est de la curiosité malsaine. Curiosité morbide, très malsaine. De tout simplement s'amuser à regarder un spectacle quelconque où une personne souffre. Dans ce spectacle se révèle la déshumanisation qu'on fait subir aux physiques différents ou mal formés. Dans Under the Skin, le seul humain qui fasse preuve de douceur et de bonté est un homme au visage déformé. On montre ici que l'âme n'a pas de rapport avec l'harmonie du corps qu'elle habite, que ce que l'on dit laid peut être bon. De la même façon, le véritable héros des Goonies est Sinoc, l'ado géant au visage impossible. Enfant, je me souviens d'avoir été marqué par cela. Celui qu'on décrit d'abord comme un monstre est en fait le modèle, celui qui cache l'âme la plus altruiste. Dans la réalité, et jusque dans les cours d'école, la mise au banc d'individus à cause de leur faciès ou de leurs blessures génère un formidable sentiment d'injustice. Chez Quasimodo, qui est décrit comme la plus abominable personnification de la laideur physique, c'est l'amour impossible et la difficulté à vivre en société pour ceux que la nature a fait différemment qui sont symbolisés. Plus, puisque Quasimodo, de la base du bossu de Notre-Dame de Disney, c'est en plus l'influence de la religion aussi. L'antagoniste principal, c'est un évêque. Hein. Dans le film Les yeux sans visage, un père défigure malgré lui sa fille lors d'un accident de voiture. Pour tenter de réparer sa faute, il tue d'innocentes victimes afin de greffer leur visage sur celui de sa fragile progéniture. Craignait-il que sa fille subisse le même destin que Quasimodo, rejeté du monde pour sa laideur ? Comme s'il fallait un visage pour réintégrer la société, quel qu'en soit le prix. Rien d'étonnant donc à ce qu'en matière d'horreur, ces blessures ou déformations physiques aliénantes mènent à la vengeance. À cause de la haine, du rejet et de la honte, une personne défigurée va nourrir de la peur à l'encontre des autres, une associabilité, une solitude grandissante. Marqué par le destin, on reste seul avec ses cicatrices et sa colère. Combien de slashers ou des meurtriers défigurés se vengent de la société responsable de leur malheur, voire même de ceux précisément qui les harcelaient auparavant. Ceux qui se moquaient hier seront les proies de demain. Le jeune Jason Voorhees est jeté à l'eau par les autres enfants du camp d'été à cause de ses malformations. Il reviendra d'entre les morts pour assouvir sa vengeance aveugle envers les jeunes de Crystal Lake. Freddy Krueger, quant à lui, vient se venger de la descendance des personnes l'ayant puni par les flammes. Il en garde un faciès sévèrement brûlé qu'il portera comme un symbole de sa vengeance. Dans la culture horrifique, un traumatisme corporel peut entraîner un changement de personnalité,
comme si la blessure qu'on subissait ouvrait une brèche vers les ténèbres. Oh putain. Alors là, les trichophobes, hein, ça doit bien y aller. Hein. Désolé pour vous, hein, les gars. Ces stigmates peuvent nous conduire vers le mal, la violence, la tentation du talion, qui viserait à faire subir aux autres la souffrance qu'on a endurée. Le trauma corporel originel est un classique dans la fabrication d'un super-vilain. C'est même un classique de base, même dans du folklore. Hein. Il y a, par exemple, une légende qu'on avait abordée, il me semble qu'on avait fait l'Internet Horror sur l'horreur japonaise, hein, qui est la légende de Kushisake Onna, la légende de la femme avec le ciseau. C'est une femme qui était la femme d'un samouraï qui l'a trompée. Ce samouraï, pour la punir, comme elle avait beaucoup d'orgueil et comme elle ne jurait que par sa beauté qu'on considérait comme étant resplendissante, il a décidé de lui tailler les joues, de façon à lui faire un sourire de l'ange. Et ensuite, plus tard, donc cette femme a été rejetée effectivement à cause de ce sourire, et son fantôme venait hanter la région en proposant aux personnes qu'elle rencontrait, lui demander est-ce que je suis belle? Et si on lui répondait non, par exemple, c'était par exemple une des issues, si on lui répondait non, elle nous gravait le même sourire qu'elle. Elle fait subir la même chose que ce qu'on lui a fait subir. Classique. C'est le cas pour Jigsaw dans Punisher Warzone, qui, une fois blessé grièvement par le héros, acquiert son statut de monstre par cette blessure. Comme si les coupures externes avaient fragmenté l'âme de la victime au point de la rendre bourreau. On pense aussi à la figure de Double Face dans Batman, car c'est une fois défiguré que Harvey Dent laisse libre cours à sa moitié maléfique, montrant bien cette bifurcation, ce choix à faire entre le bien et le mal une fois que notre corps est marqué. Et force est de constater que la frontière entre la vengeance et la justice est parfois ténue. Beaucoup de héros défigurés se font justiciers, afin de réparer leurs fêlures internes. On pense par exemple à Spawn ou à Deadpool, à Darkman. On voit bien qu'un visage défiguré change la personnalité, au point de faire basculer les valeurs du protagoniste. Mais un visage difforme ou blessé n'est qu'une simple entrée vers le body horror. Il en existe tant d'autres. Au cours de la vie, on peut se retrouver dans un contexte où notre corps se voit privé de certaines fonctionnalités. Qu'il soit momentané ou permanent, cet état est l'une des pierres angulaires du body horror. On nous dépeint ici les affres d'un corps qui ne répond plus. Devoir tout réapprendre après un accident et se sentir si impuissant qu'un simple petit singe d'accompagnement peut devenir votre pire cauchemar. Scénaristiquement, le procédé est intéressant. Le protagoniste est impuissant face à une situation critique qu'il rencontre et un stress empathique se crée chez le spectateur. Et si j'étais comme lui, incapable de jouir de mes capacités passées, soumise à la merci d'individus qui ont tout pouvoir? Et si je ne voyais plus rien, que mes yeux même avaient disparu, si mes lèvres étaient soudain scellées et m'empêchaient de crier autrement qu'à l'intérieur de moi? Dans une approche plus métaphorique, le body horror montre souvent des membres humains, détachés des corps dont ils proviennent, avoir leur vie propre. Détachés du cerveau et des systèmes vitaux, cette main ne devrait pas bouger. Pire encore, ces têtes détachées de leur corps, sans poumons ni cœur pour les faire vivre. Comment peuvent-elles encore nous parler? De même, comment un corps sans tête peut-il encore se mouvoir? Est-ce le mal qui l'anime? L'opération de forces obscures? Ce qui est détaché du corps ne devrait pas survivre. Mais cette peur du membre autonome n'exige d'ailleurs pas forcément qu'il soit détaché du corps auquel il appartient. Quel dilemme pourrais-je affronter si, comme Orlac, mes propres mains devenaient meurtrières, ignorant ma volonté? La perte de contrôle est une angoisse primale. Quand elle s'applique à notre corps, elle est encore plus forte. Et il y a certains membres dont l'autonomie peut être plus problématique que d'autres. Une autre pierre angulaire du body horror est bien sûr la maladie, et par extension tout ce qui touche à l'infection. Comme la maladie peut être parfois l'antichambre de la mort, il est totalement logique qu'on y projette autant de peur. Dans un premier temps, on craint bien sûr que la maladie nous touche personnellement. On a peur de souffrir, de perdre ses facultés, d'être mis en quarantaine, à l'écart de la société. Mais là où on la craint le plus, c'est évidemment chez les autres. On a certes peur qu'elle emporte les gens qui nous sont chers, mais on craint surtout de l'attraper soi-même.
Les enjeux de la transmission d'un virus pathogène et mortel ont fait les beaux jours de toute une série de films, allant des mythes vampiriques jusqu'aux thrillers biologiques. Certains virus sont si agressifs qu'ils nous promettent à une mort certaine et douloureuse, quand d'autres entraînent la perte de notre humanité au profit d'une sauvagerie aveugle. Cette angoisse s'exprime parfaitement dans la figure de l'enragé, qu'on présente comme un chien fou qui ne pense qu'à mordre. Une fois que la morsure est survenue, il y a toujours une phase de décrépitude, de déchéance, où l'humain transparaît encore un peu jusqu'au shift final, où le corps passe dans un autre état. Mais un virus n'est pas le seul intrus que notre organisme connaisse. Comme il sait si bien le faire, le parasite s'est convié à la table du body horror. C'est d'ailleurs l'origine du mot, parasitus signifiant invité ou convive en latin. Qu'il soit naturel ou extraterrestre, le parasite est un organisme qui vit à l'intérieur de nous. Sa survie dépend le plus souvent de notre corps puisque c'est de nous qu'il se nourrit. Laisser vivre une forme vivante à l'intérieur de soi est un sentiment dont on se passerait volontiers. Pourtant, ils sont nombreux et utiles bien souvent, leur présence jouant un rôle dans la construction de la vie humaine lors du développement de l'embryon. Certains parasites sont même volontairement introduits pour lutter contre certaines maladies auto-immunes. Pourtant, même les parasites, biologiquement parlant, les parasites, c'est un des trucs les plus essentiels à la vie sur Terre. ils restent terrifiants, car ils sont invisibles et pénètrent notre organisme par effraction. Un peu comme les soldats dans le cheval de Troie, ils se cachent dans la nourriture le plus souvent et on l'ingère sans même s'en rendre compte. Une fois à l'intérieur, certains vers se développent et peuvent atteindre des tailles effrayantes. Le symbole de la médecine lui-même rend hommage à la victoire de la science sur ces parasites. Le serpent que l'on voit dans le caducée était un parasite sous-cutané qu'il fallait enrouler délicatement autour d'un bâton pour le faire sortir entièrement. Si vous êtes en train de vous démanger actuellement, vous le savez, avec le parasite survient la paranoïa, la sensation qu'on est envahi de bestioles intruses. À cela s'ajoute une sorte de théorème, tout ce qui rentre doit ressortir. Et si l'entrée est souvent discrète, la sortie est toujours fracassante. Oui. Le parasite voyage d'hôte en hôte et laisse de bien tristes traces de son passage. Si les maladies ou les corps étrangers agissent sournoisement dans nos entrailles de façon cachée, d'autres effets peuvent en plus se manifester de façon extérieure. C'est le cas par exemple pour la mutation. Par des manipulations génétiques où l'on tente de mixer notre ADN avec celui d'un animal, par de la vivisection ou de l'eugénisme, ou bien encore par le contact involontaire avec des substances chimiques, la mutation génétique est un thème très visité dans la famille des œuvres de body horror. Imaginer que notre code génétique puisse être modifié dans sa structure même, provoquant ainsi des changements grotesques sur notre corps, est une angoisse qui touche au mystère de notre fonctionnement. Nous sommes encore loin de connaître tous les mystères de l'ADN, il est donc normal qu'une... pardon. Ah, c'est dégueulasse. Forte dose d'angoisse se cache dans cet inconnu. L'avantage scénaristique de la mutation, c'est qu'elle permet tout un panel d'horreurs graphiques plus créatives les unes que les autres. ECF Resident Evil, bienvenue. On a la possibilité d'emmener le corps humain dans des déclinaisons des plus grotesques. The Thing de John Carpenter est en cela un fleuron du genre avec sa créature qui a fait de la mutation son pouvoir. Comme les médecins et les scientifiques sont les seuls à pouvoir soigner les maladies, on pourrait croire qu'ils seraient les héros naturels de tout bon film de body horror. Eux seuls ont les techniques qui pourraient remettre notre corps dans le droit chemin. Mais la fiction est parfois injuste. Alors que le beau métier de médecin sauve des vies au quotidien, c'est pourtant à leur égard que nous nourrissons une peur aussi infondée que vivace. Une des raisons principales est que nous leur confions notre corps. Ils sont même les seuls à pouvoir toucher ou regarder certaines parties de nous. Ils ont notre vie et nos secrets entre leurs mains. Ce sont eux les gardiens, ceux qui savent. Et si par malheur ils perdent la raison, alors ils peuvent devenir une menace terrible. Tant de films sur des savants fous pour qui la science passe avant la santé du sujet. Le corps devient alors un brouillon, un cobaye. Être impuissant face à la dérive d'une personne qui possède un droit de vie et de mort sur vous, voilà entre autres ce qui explique notre peur du monde médical. Problème encore plus grand, et si les scientifiques en venaient à servir un pouvoir dictatorial. Quand le corps devient un enjeu politique dans l'exercice d'un pouvoir absolu et fasciste, alors l'horreur prend ses aises. C'est par le contrôle, la contrainte, voire la modification des corps que fleurissent les idéologies les plus effrayantes. De la torture en passant par les génocides, les guerres ou l'eugénisme, la liste des horreurs faites au corps est assez longue. Dans une dictature, ils ne sont pas libres. Ils sont soit instrumentalisés, soit offerts en pâture aux puissants. Dans des temps plus reculés,
la Grande Inquisition n'a pas non plus manqué d'imagination quand il s'est agi de torturer des milliers de corps pour asseoir un dogme absolu. En soumettant le corps des hérétiques à la question, on était sûr d'obtenir les aveux souhaités. Mais il existe des dictates corporels plus dissimulés, car plus intériorisés. C'est par exemple le cas du corps féminin, qui subit depuis les textes fondateurs des religions ou de la mythologie un joug injuste et persistant. Depuis Ève qui mangea la pomme qui nous fit tomber du paradis, jusqu'à Pandore qui ouvrit la boîte libérant le mal sur l'humanité, le corps féminin a souffert de nombreuses affabulations. Et même si bien heureusement la société a depuis évolué vers plus d'égalité et d'émancipation, ce corps est encore soumis à une oppression sociale importante. Oui. Oui. Il est normal que le body horror vienne rétablir quelques vérités et délivre un message contestataire sur le sujet. Plusieurs films explorent par exemple la vengeance féminine, et c'est le cas notamment du genre des Rape and Revenge. Dans ces films très proches de la structure des films de justiciers solitaires, l'histoire est souvent la même. Une jeune femme est laissée pour morte après un viol et d'autres violences. Après une phase de récupération physique, d'entraînement et de planification vengeresse, elle renaît de ses cendres pour aller faire payer ses agresseurs de la plus violente des façons. La figure de la femme vengeresse a pris de multiples formes moins réalistes, allant de la femme crocodile jusqu'à la veuve noire extraterrestre. Dans le film Thief, par exemple, le vagin de l'héroïne possède des crocs acérés qui arrachent les parties génitales de ses amants. Enfin, dans le magnifique Under the Skin, l'héroïne attire des mâles lubriques dans un océan d'huile noire terrifiant, où leurs corps finissent vidés de leur substance. Malgré sa tentative de domination, l'homme reste effrayé par le corps féminin, par sa force intérieure et sa détermination à s'émanciper. Ce que le body Sa détermination aussi à faire payer les hommes après tant de siècles et de siècles d'oppression. D'oppression et d'injustice qui sont encore là aujourd'hui. Même si c'est un peu dans une moindre mesure. Oui, mais... horror montre mieux qu'aucun autre genre. Ce besoin de domination des corps, doublé d'une certaine sexualisation, peut donner lieu à des extrêmes, notamment lorsqu'on traite ces fameux corps comme des objets, des marchandises dont on peut disposer. Il faudra pour cela délivrer une certaine somme d'argent, ce que montre parfaitement Hostel 2. De la plus sombre des façons, les snuff movies et les torture porn jouent sur cette corde qui mêle spectacle de la violence et objectification du corps. Mais la limite entre questionnement existentiel et série B opportuniste est souvent floue en la matière. C'est ici à notre curiosité malsaine qu'on fait appel, à notre attirance pour le macabre. Plus loin encore dans l'horreur et la déshumanisation, le body horror traite parfois le corps humain comme de la nourriture. Tous les films traitant de cannibalisme comportent cette dimension, puisque la dégradation d'un corps pour s'en nourrir le remet à une place qu'on a depuis longtemps oubliée. Nous sommes principalement faits de viande. Cela interroge, de façon certes abrupte, notre place dans la chaîne alimentaire. Que se passerait-il si de prédateurs champions, nous passions à simple matière comestible ? Bien que se faire dévorer par un requin soit horrible, on y voit un certain exercice de mère nature. Si un homme en dévore un autre par contre, alors on rentre dans le tabou, dans une sauvagerie des plus aveugles. Ce plongeon dans notre passé cruel et animal nous met forcément mal à l'aise. Enfin, ces films questionnent parfois notre rapport aux corps animaux que nous mangeons. Ailleurs que dans les tribus ancestrales, le cannibalisme peut être croisé dans les films de serial killers ou dans d'autres drames psychologiques dérangeants. Il est une autre voie que le body horror emprunte volontiers, c'est celle de la possession démoniaque. Les symptômes ? Une âme, pourtant innocente et fragile, se met à tenir un langage ordurier, dans une voix qu'on ne reconnaît plus. Son corps se contorsionne dans des postures impossibles et obscènes. Des fluides repoussants s'échappent de sa gorge comme des geysers putrides. Le corps n'est plus alors qu'un pantin, animé par une énergie noire qui le consume. Sans parler de démons, on peut au moins avec ces cas explorer la force du psychosomatisme, procédé qui permettrait au corps de changer d'état par la simple force de la pensée, ou par le poids des angoisses. Avec la possession se joue enfin une question morale, qui permet de rattacher le corps au mystère religieux, car en lui se croisent dieux et diables, grandeur et décadence. Mais si on ne croit pas au diable, on sera tenté de définir ces épisodes comme des crises de démence. Et la folie, dans son rapport au corps, n'a pas eu au cinéma que des déclinaisons chrétiennes.
Le film Exte, par exemple, nous montre une possession d'un nouveau genre qui se déclenche par la greffe d'extensions capillaires prélevées sur un cadavre. Dans des films comme Event Horizon ou encore Hellraiser, même si la religion n'est pas directement citée, on retrouve le même degré de folie mystique. Bien qu'écorché, Pinhead garde un calme olympien, quand un Sam Neill lacéré arbore un sourire malsain, trahissant ainsi une sorte de transe, une forme d'illumination. Dans cet état psychologique, douleur et plaisir se confondent. Le corps qui souffre est alors vu comme un chemin sanglant vers une forme de transcendance, comme si un secret était caché par-delà notre corps, dans l'expérience de la douleur. Le film Martyr pousse encore plus loin cette idée, dans une proposition réaliste et sombre, mettant en scène une secte qui kidnappe des gens pour en faire des martyrs de laboratoire. Ils espèrent ainsi découvrir le secret de la transcendance ultime. D'ailleurs, cette idée prend sa source dans le culte chrétien. Jésus a subi les pires châtiments corporels pour absoudre nos péchés. En hommage, les croyants portent même cet instrument de torture comme symbole de leur religion. Les déclinaisons du body horror sont sans fin. De la même façon que le cannibalisme nous rappelait à notre dimension carnivore, certains films ont exploré la part animale de notre corps. La figure du loup-garou, qui change un humain en loup les nuits de pleine lune, est un exemple connu. Et si nous revenions à l'état bestial, primaire, celui d'avant les hommes et la civilisation, avant les moteurs et les gratte-ciel, un état où le corps ne serait plus qu'instinct et bestialité. Et si je croisais mon ADN avec celui d'une mouche, que se passerait-il? L'expérience... La mouche. Alors, la mouche, pour les gens qui connaissent pas, c'est un gros film d'horreur, gros pilier de l'horreur au cinéma. La mouche est un film qui est sorti en 1958, dont je me souviens plus de l'auteur, qui raconte l'histoire d'un scientifique qui a inventé une machine de téléportation, où est-ce qu'il y a deux cuves. Et où est-ce que l'objectif, en fait, c'est de rentrer dans une cuve et de se téléporter dans l'autre cuve. C'est dans la même pièce, mais bon, voilà, c'est la téléportation. Et ça fonctionne de la manière suivante. Lorsque la téléportation est activée, le corps est fragmenté au niveau atomique, et ensuite reconstitué, transféré et reconstitué dans la cuve suivante. Et le scientifique qui met en place ça, il se dit ça y est, c'est bon, je vais tester, ça va changer l'humanité et tout ça. Mais lorsqu'il rentre dans la première cuve, il lance le compte à rebours pour que ça se ferme, pour que ça commence à se mettre en place. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une mouche qui rentre dans sa cuve. Et lorsque la téléportation se fait, lorsque la restructuration atomique se fait, il y a les atomes de son corps plus les atomes de la mouche. Et du coup, ça devient ça. Serait-elle enrichissante? Du chercheur en quête d'expériences hallucinatoires qui découvre son moi reptilien, à la jeune femme piquée par un insecte qui se transforme en bête, le body horror nous ramène à notre dimension animale de bien douloureuses façons. Une façon comme une autre de nous faire descendre de notre piédestal. Après avoir subi tant de supplices, on pourrait croire que le corps trouve dans la mort une forme de repos. Mais nos fantasmes et notre imaginaire montrent pourtant tout le contraire. La mort serait un commencement comme un autre en quelque sorte. Pour partir des grands concepts mythologiques, nous citerons en premier Eros et Thanatos. Comme le body horror s'est donné pour mission d'explorer le corps et ses tabous, la rencontre dans ces films de la mort et du sexe n'est pas si surprenante. De la sexualité trouble de Crash, où un homme développe une obsession pour les accidents de voiture et les infirmes ayant frôlé la mort, aux films nécromantiques, qui mettent en scène une romance charnelle glauque entre une jeune femme et un cadavre, la palette est riche en couleurs et en abominations. Symbole de l'impuissance et de la soumission ultime, le cadavre est une marionnette abandonnée au bon vouloir des vivants. Le film Dead Girl traite de cette thématique en mettant en scène 3 jeunes gens découvrant un cadavre encore vivant. Sans en dévoiler plus, les rapports qu'ils auront entre eux et avec elle les mèneront jusqu'à la folie la plus pure. À l'heure où des maladies sexuellement transmissibles tuent encore des gens, on ressent bien au travers... Quoi? Frérot, ta bite, c'est pas un lance-flamme, s'il te plaît. What the fuck? Putain, non.
Non, pardon, vite. Sexuellement transmissible. Vite. tuant Désolé des Twitch, gens, désolé. pour ressembler en Désolé. travers de ses œuvres l'épée de Damoclès sexuel qui pèse sur notre génération. C'est à cela que ces films font écho, aux affres des plaisirs charnels. Après tout, on parle bien de petite mort pour évoquer la jouissance sexuelle. La suite logique de cette pulsion de désir pour le corps mort est sans doute la tentative de lui redonner vie. Comment ranimer un corps dont le cœur ne bat plus? Et par extension, quels sont les enjeux auxquels fait face un dieu? Certains, comme le docteur Frankenstein, le font pour la science ou par vanité. D'autres le font pour des raisons plus triviales ou intéressées. Certains enfin le font pour obtenir le pouvoir ou réaliser quelques plans machiavéliques, comme par exemple redonner vie à une armée de cadavres nazis. Enfin, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'est bien ici du zombie qu'il s'agit. Il est le stade ultime du body horror. Notre corps est non seulement mort, mais en plus, il revient de sa tombe rempli de verre pour errer, comme abruti, en recherche de cervelle humaine ou de spécimens sains à transformer. Il peut subir les pires démembrements, mais marcher encore. Seule la destruction complète de sa cervelle mettra fin au calvaire que subit le corps du zombie. Il est symbolique de toutes les victimes de guerre, des drames et des épidémies. Il est symptomatique d'une vérité qui sort de la nuit, implacable. C'est la terreur de voir notre corps désincarné, cannibale, sans cervelle, sans âme. Le zombie regroupe presque tous les aspects que nous avons explorés jusqu'ici. Qu'y aurait-il de pire pour notre corps que d'être mort-vivant? Si l'on a passé en revue un éventail fourni de dégradations corporelles, il est un état du corps que nous n'avons pas encore évoqué. Le corps immortel. Contre toute attente, ne serait-ce pas là le plus raffiné des supplices? Un corps parfait qui ne vieillirait pas, voué à l'ennui éternel. Peut-être que le body horror joue aussi ce rôle, nous faire accepter ce cadeau empoisonné qui nous est fait, faire en quelque sorte la paix avec la mort. Notre corps a une fin, il est rare et fragile. Il est donc indispensable de l'aimer et de lui faire connaître toutes les expériences de la vie. Car si la mort du corps n'existait pas, le monde serait sans doute un paradis infernal. Sans elle, il n'y aurait plus cette pulsion de vie, celle qui nous pousse sans cesse à nous dépasser, à profiter du temps qui nous est imparti dans ce vaisseau de chair. Imaginons qu'il n'y ait rien après la vie physique, et si tout se jouait maintenant, dans ce corps. Le corps est un parchemin sur lequel s'écrit notre histoire. Il porte les traces de nos actes, parfois de nos victoires ou de nos erreurs. Ce qu'il dit en extérieur est pourtant souvent trompeur. Il ne montre que la partie visible de l'iceberg. C'est pourquoi nous devons nous garder de juger la valeur d'une personne à l'enveloppe qu'elle promène. Certes, le corps est cruel, il suppose une certaine injustice. Nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances, ni aux mêmes époques. Mais finalement, et c'est plutôt rassurant, même si l'on pense qu'on a un corps parfait et qu'on fait partie de l'élite corporelle, c'est probablement faux. N'oublions jamais que nous sommes tous le Quasimodo de quelqu'un, quelque part. Pour chacun d'entre nous, le corps est central, car c'est par lui que nous voyons et ressentons le monde. Il est à la fois un palais et une prison, le temple de la vie et de la mort. Il contient à lui seul tout l'univers. C'est une formidable machine désespérément fragile où se jouent tant d'aventures, de plaisirs et de découvertes, de sensations indescriptibles qui via nos sens s'immiscent. Après toutes les horreurs que nous avons vues défiler, nous pouvons dire que nous avons fait face à tous les états que notre corps pouvait rencontrer. La plupart sont irréalistes, mais tous nous rappellent que c'est maintenant qu'il faut aimer notre corps et celui des autres. Et surtout les corps différents, ceux qui sortent de la norme. Ils ont besoin de notre respect encore plus que les corps publicitaires. Si vous vous sentez mal dans votre corps, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes l'immense majorité. Et si d'aventure il vous arrive de juger le physique des autres, je vous invite à quitter ce travers. Si vous ne le faites pas par respect, par empathie ou par humanité, faites-le au moins par crainte, car qui sait, demain vous deviendrez peut-être celui que vous jugiez. C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons. Ah la vache. Ah, c'était incroyable comme vidéo. Par contre, oh là là, il y a des... Et il disait, j'ai jugé bon d'enlever au maximum des passages qui auraient pu vraiment rebuter des gens et tout ça. Ouah.
T'es sérieux? Enculé! Bordel de merde! Oh, il y avait des passages qui étaient, mais affreux à voir, hein. Il y a des passages où est-ce que j'aurais pas aimé regarder. Mais incroyablement intéressant. Bon, comme quoi, le body horror, ça marche du feu de Dieu, hein. Le body horror, c'est tout. C'est vaste, c'est le plus efficace, en réalité. Oh. Hmm. Au secours. Je reviens, je vais vite aux toilettes et puis on continue, hein. Bordel de merde. Re! Re! Euh, Alors, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit peut-être qu'il aurait peut-être mieux fallu, hein, est-ce qu'il y avait l'opportunité de mettre ce stream en tant que stream pour adultes. Et je sais pas, je sais pas comment on fait ça. Je m'attendais pas à ce que le stream soit aussi, enfin que la vidéo soit aussi explicite. Euh... Oh bordel, hein. Attendez, je regarde. En mode réservé, nanana, coupure de 30 secondes, 1 minute, d'accord. Il y a plein de fonctionnalités que je connais pas. C'est en ciné, héberger une chaîne, fil de liste des récompenses. Ajouter un repère avec ça. Flux, communauté. Chat, monétiser, suspension des annonces. Tout. Ok, donc c'est pas là. Bref, alors par pitié, Twitch, c'est pas ce que tu crois. C'est dans un but artistique. S'il te plaît, m'encastre pas dans le mur, ça serait gentil. Oh putain. Bon. C'était... fou, 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 fou. Ah, je ne regarderai plus jamais cette vidéo. Désolé, hein, Altin, mais la vidéo est incroyable. C'est c'est top 5 des vidéos d'horreur que j'ai vues. Mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Il y a des trucs dedans. Pour moi, c'est un endo-kiss, hein. Et pour certains, quand même, ça me donnerait envie de voir un certain film. Mais j'ai quand même une grosse sensibilité au body horror et au gore, hein, en lui-même. Donc, on va regarder deux autres vidéos pour, pour détailler un petit peu plus tout ça. On va revenir sur la définition, donc du coup de base du body horror, qui est l'altération du corps humain, l'altération incontrôlée du corps humain. Quelque chose qu'on ne veut pas, quelque chose qu'on redoute, par le biais de mutations, par le biais de maladies, par le biais de torture, par le biais des affres de la société, par le biais de tellement de choses. Mais juste la déformation physique en elle-même, j'aimerais bien l'apporter en fait avec deux vidéos en particulier. Vous voyez qu'il y a un deuxième onglet qui est ouvert là, avec marqué Mid Canyon.
Va regarder ça. Il y a là, ça, il y a les gens qui savent. Vous avez vu un petit aperçu. Il y a les gens qui savent, il y a les gens qui savent pas. Parce que pour moi, le body horror, c'est pas juste le corps humain. C'est le corps de tout ce qui est anthropomorphe. C'est là où est-ce qu'on va aborder déjà en premier Bob l'éponge, avec cette fameuse vidéo de la chaîne Mid Canyon, qui est une chaîne qui fait des animations. Les animations sont ouf, hein, par contre. Hein. C'est du cauchemar. C'est du cauchemar en bouteille. Hein. Vidéo parodique, le plus souvent avec un ton cynique, et sinon jouant beaucoup donc du coup sur du body horror. Ça, c'est une des vidéos de Mid Canyon les plus connues. Another beautiful day at the Krusty Krab. Another day servicing the masses. Oh, SpongeBob. They can't get enough. They want more. More of that secret formula. Oh, that smells good. Doesn't it, Mr. Krabs? Déformation corporelle hein, de Carlo, de Bob l'éponge. Bob l'éponge, enfin, dans le métier, on appelle ça un nom d'office. Ce trip avec la formule secrète, la secret formula, un énorme appétit pour la supposée chair de Bob Lennon, hein, qui a des proportions plus humaines, hein, dans un sens, parce qu'on s'éloigne quand même du côté cartoonesque, ce qui rend le truc d'autant plus flippant. Parce qu'on n'a pas le côté cartoonesque, mais on a... et par-dessus, on a le body horror. Aye. It do, Mr. Squidward. It do. Sponge me, boy. Maybe a bit more of that secret formula. Is that good, Mr. Krabs? Is that how you like it? Aye. That's how old Mr. Krabs wants it, but the salty dog wants even more. Can you feel that? Oh, God. I can feel it, Mr. Krabs. Mr. Krabs is dipping his hand in the old honey jar, isn't he? Gros côté aussi, qu'on a vu hein, dans le cas du body horror. Hein, si vous avez entendu un petit peu, je vais augmenter un petit peu le son. Je remets ça. Wants even more. Can you feel that? Oh, God. I can feel it, Mr. Krabs. Mr. Krabs is dipping his hand in the old honey jar, isn't he? You can take as much as you want, Mr. Krabs. Un côté très sexuel et malsain qui se dégage de ça, c'est horrible. Oh, don't leave me out. I need you, SpongeBob. Go on and get yourself a handful. The taste is So The secret formula. Oh, my word. Oh my God, it's so fucking good. flavor. Take it. I need more flavor. Take it all. Let me get a piece Take of all of the that. secret formula. Take all of the secret formula. Was that good for you? Did I satisfy you all? Aye.
You did me, boy. But you're all used up. Drained me, lad. Our hunger is satiated for now. Ah yes, j'arrive à temps. Par contre, Rip Mako. Salut Rapki. Salut. En vrai, sur tout le live, t'es arrivé au meilleur moment. Parce que la vidéo d'Al236, elle est... Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Déjà que ça, c'est assez cauchemar. Mais... Ce live, j'ai un petit peu du mal. C'est... j'ai, je prends des clims à tour de bras, là. Franchement, le body horror, ça me trigger beaucoup. We'll be back. I love my job at the Krusty Krab. I wouldn't change it for anything in the whole world. I make people happy. I fulfill their needs. Ah non, mais cette frame... Frankly, I don't think I could Non, stop mais even le if I design de Bob wanted to. l'éponge, là, c'est non, quoi. Le design de tout But le who monde. Hein. would want to stop? When people love what you do this much. Stickfiend. Oh, putain. Non, mais j'ai pas envie. Le deuxième truc que je voulais montrer, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que le body horror, de base, on dit, c'est vis-à-vis du corps humain. Très bien. Mais on peut l'associer, je pense qu'on peut l'associer à peu près à tout ce qui est vivant. Quasiment, surtout les animaux, parce que vivant, on inclut les végétaux, les bactériaux aussi, mais les animaux. Les animaux, plus précisément, je dirais les mammifères et les animaux de compagnie. Ce qui est le plus proche de nous, ce qui nous est le plus cher, ce qui nous ressemble le plus, on va dire biologiquement parlant. Il y a moyen de faire du body horror dessus, et si on prend le cas de personnages anthropomorphes, comme Bob l'éponge ou comme Garfield. Garfield, bien, ça c'est bien ça. Le Garfield Game Boy Complete. Ça aussi, je pense que ça pourrait être associé à du body horror. Hein. Bon, ça, je suppose que tu connais, mais à mort. Ça, c'est tellement incroyable. Faudra parler à un moment de Garfield. Hein. De comment... Il y a une vidéo anglophone, pour le coup, malheureusement, pour vous, hein, mais... Il y a une vidéo qui explique en fait comment Internet a transformé Garfield et dans certains cas c'est devenu mais un énorme carburant à de l'horreur sur Internet. C'est le cas de tout, hein, mais ça rentre dans de la perversion d'enfance, dans de la perversion de contenu culturel. Dans de la creepypasta. Complètement. Ça peut... c'est du creepypasta tiers.
connais le truc de Garfield, j'ai probablement un gros décalage. Mes excuses si je réponds pas ou si j'ai interagi pas trop. Y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Attends, je l'avais vu, ça? Ça date de quand? 11 mai 2019, oui, ça je l'ai vu. Ah, le Garfield Game Boy, c'est un truc qui est génial. Hein. Ça a fait flipper des gens. Ah, mais même les designs sur Audi, c'est... c'est... Ça donnerait, mais juste, mais tellement envie d'avoir un vrai jeu vis-à-vis de ça. Et ça m'a foutu une hype hein, à l'époque où est-ce que j'ai découvert ça, parce que je croyais que c'était des... c'est tellement bien fait, les animations sont tip-top, tout l'effet qu'il fait avec les temps de chargement, les HUD et tout ça. Mais c'est juste une vidéo, c'est juste un concept. Mais si ça pouvait être réellement fait, est-ce que le Garfield Game Boy, c'est quelque chose qui... Game Boy Complete. Game Boy Game. Court-métrage façon survival horror rétro. Ah, c'est... Moi, je veux que ça existe. Je... Frame 1, Frame 1 sans déconner. Si quelqu'un peut bosser avec Lumpy Touch pour faire un vrai jeu d'horreur Garfield, je le fais en live. Hein. Je le fais en live, j'en ai rien à foutre. C'est trop bien. Oh là là. Un truc en point and click. Sérieux, mais faites ça.
Oh ouais. C'est 1000 fois trop bien. Déjà, les designs de Garfield, comme ça, sont legit, ultra terrifiants. C'est... J'aime trop ça, et ça serait un petit rêve, en fait, de voir le truc réellement exister. Oh, la prod est incroyable. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini.
Encore une fois, incroyable. Masterclass. Super Mario Larva Bros. Gorfil. It's me, Lumpy. I animated this. I hope you enjoyed. There are more tasty animations coming out soon. So stick around. Est-ce qu'il en a fait d'autres Ouais. I am the one who mutates. Plusieurs sur... il a fait un équivalent sur Breaking Bad. Hein. Incroyable. Buzzbound. Pareil, hein, c'est quand même des animations qui sont bien creepy. Hein. En général. Mais c'est ouf. J'aime beaucoup trop ce que fait ce type. Bon. Ma foi. Que dire de plus? On a pas grand-chose d'autre à montrer. Si, peut-être. Ville Within. Pour montrer un petit peu d'autres exemples, hein, peut-être. Le Guardian, ouais. Oh, vous regardez en gros des gameplays de Evil Within, de Resident Evil, de manière générale, de Silent Hill. Silent Hill, il y a des trucs très costauds à voir aussi hein, en termes de body horror. Et voilà. Grosso modo, voilà. Bon. Ben, j'ai rien d'autre à montrer. Donc je pense que on va s'arrêter là. C'était un live qui était très short. Hein, je le conçois. On a fait pas loin de 2 heures. Hein. Mais des fois, y a pas nécessairement besoin de plus. Hein. Je voulais montrer quelques exemples. 2 exemples de chaînes hein, sur YouTube hein, qui font des animations de dingue. Hein, dans des styles bien évidemment totalement différents. La vidéo Stendhal Syndrome qui est une perle et une sacrée malédiction. Mais voilà. Ah oui. Le body horror. Est-ce que j'ai... Alors, il y a ça qui est en anglais.
Oula, j'ai mal au bide, là. Qui est en anglais. Euh, Les écorchés, le body horror, donc peut-être ça qui... Peut-être ça aussi. Où est le truc que j'avais vu sur le sujet? 1, 2, 3 pendus, non, ça c'est ça c'est de la creepypasta. Trip... Tripophobie. Ah, la tripophobie, c'est quelque chose, hein. Body horror. Ce qui est bizarre avec le body horror japonais. Oui, non, mais ce qui est bizarre... Ah, c'est celui-là. Body horror, le spectacle du corps en crise. Voilà. Si jamais... je l'avais remarqué, mais je l'ai pas lu, hein, donc... mais il y a quelques... il y a quelques vidéos, en fait, qui sont portées sur le concept du body horror, mais qui sont pas ultra connus. On a la vidéo de What Culture, là, qui est à 4,9 millions de vues, et c'est court-métrage d'horreur, 11 millions de vues. On n'a pas vraiment de personnes qui ont fait quelque chose vis-à-vis du body horror, qui ont expliqué des trucs vis-à-vis du body horror. En dehors de notre côté, vraiment, Al 236. Ça, c'était il y a 4 mois. Festival des Intergalactiques. Ouais. C'est dommage, hein. La naissance de l'horreur corporelle, hein. Ah, si on dit horreur corporelle, hein. Est-ce que... Parce qu'on a plus tendance à dire body horror. Naissance de l'horreur corporelle par Dr. Udru. Voilà. Si jamais ça peut intéresser. Les animés les plus effrayants de tous les temps. Parasite, qui est cadre du body horror sur les animés, hein, ça va de soi. Secret des films d'horreur dévoilés. Vous avez un grand défi à relever aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une série de vidéos effrayantes qui iront du moins effrayant au plus effrayant, et à mesure que vous progresserez, les vidéos deviendront de plus en plus effrayantes. Pensez-vous... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, bref. On va s'arrêter là, donc, du coup, de notre côté. On va aller voir si on peut pas raid quelqu'un d'autre, genre, tiens, Scarecrow, le patron de la Ligue. On va envoyer les gens qu'il y a ici, on va lui faire un petit coucou, il est en train de faire un petit valolo, là. Merci d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à rester calme, hein. À rester... Ne paniquez pas, restez calme. Restez comme ça, là. Là, ne paniquez pas, restez calme, parce que... Moi, j'ai pris de la clim, hein. Bon. Du coup, des bisous. À la semaine prochaine, pour de nouveaux épisodes d'Internet Horror, bien évidemment. Et en attendant, donc, du coup, petit raid vis-à-vis de Scare, bien sûr. Voilà. Allez. Des bisous à vous, dormez bien. Et à la prochaine.